Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo questions-réponses sur sortir de l'épuisement, la série de vidéos que vous avez énormément suivi. Je suis très touché, énormément plébiscité. Je suis content parce que c'est quelque chose dans lequel j'ai mis beaucoup de moi-même et j'ai eu une approche qui est, je le revendique, assez originale, mais que je pense extrêmement efficace. Et donc j'avais proposé à la fin de cette série, il y a eu 7 vidéos de mémoire, de terminer par une question-réponse. Je ne sais pas si on va le faire une fois, en 2 fois. Il y a une quarantaine de questions qui ont été sélectionnées par Thierry, l'autre Thierry, sur Facebook et sur le forum du site Régénère. Et on va essayer au travers de ces questions de voir peut-être des notions qui n'ont pas été assez clarifiées, revenir un petit peu sur des notions, sur des principes, en sachant qu'il ne s'agit pas de donner des recettes individuelles, on ne fait pas de l'individualisation, c'est impossible. Quand tu veux que je fasse de l'individualisation face à ma caméra, disons que tout seul devant ma caméra, c'est pas possible. Par contre, on va donner des grands principes, des principes essentiels qui sont valables pour tout le monde. Et c'est ça qui est excellent, c'est valable pour tout le monde. Et à partir du moment où on connaît ces principes, on peut les appliquer dans sa vie de tous les jours. Et en ce qui concerne l'épuisement, j'ai vraiment à cœur de vous donner les moyens d'aller droit au but, de ne pas vous perdre en distraction et en diversion. Distraction, diversion, autant de mots qui nous signalent la séparation. La séparation avec quoi? Bien, avec la droite ligne, le chemin, la vérité, ce qui va droit au cœur des choses. Et la distraction, c'est tout ce qui nous sépare aussi bien de l'homéostasie, de l'hormèse, de ces principes physiologiques excellents, et quand je dis excellent, je dirais même parfait, de ces principes physiologiques parfaits qui concourent à notre parfaite santé. Et vraiment, tout le long de cette vidéo, je veux que vous gardiez en tête que on est donné à être parfaitement fonctionnel. On est donné à avoir des corps qui fonctionnent de manière excellente. Alors excellente dans un cadre. Il y a quelqu'un qui me posait la question, mais est-ce que ça veut dire qu'on s'affranchit de la mort? Bien sûr que non, on ne s'affranchit pas de la mort, c'est hors de question. Par contre, dans le contexte actuel de ce monde, eh bien, on peut avoir un fonctionnement excellent des corps. Pourquoi? Parce que c'est une promesse qui a été déposée à l'intérieur de nous. On n'est pas en dehors de la loi de l'homéostasie, on n'est pas en dehors de la loi de l'hormèse. Ça existe toujours, ça fonctionne toujours. Et on va y revenir sur cette loi de l'hormèse, parce qu'il y a eu beaucoup de questions par rapport à tout ça. On est bien installé au milieu du champ pour prendre le soleil, au milieu des pissenlits, un petit pissenlit, une fleur de pissenlit. Qu'est-ce que... Le printemps, moi, pour moi, c'est le pissenlit et l'ortie, c'est juste magnifique. Les salades de pissenlit là à midi, c'est juste un petit bonheur. Elle va nous accompagner, cette belle fleur jaune. Les abeilles s'en donnent à cœur joie sur les fleurs de pissenlit. Voilà. Petit jus carotte, gingembre, pomme et une pointe d'ananas que des amis avaient laissé hier. Ça va nous accompagner aussi. Avec un temps pareil, ça va être magnifique. J'ai pris le trampoline aussi, comme ça je me suis dit, déjà je peux rebondir, osciller un petit peu. Position assise à terme, je ne sais pas si vous avez réalisé à quel point la position assise est une aberration pour l'être humain. On passe la majorité de notre temps assis et nous ne sommes pas faits pour être assis. On est fait pour être debout en action ou allongé. Mais entre les deux, la position assise est quelque chose de relativement moderne. Les gens ne passaient certainement pas autant de temps assis. Je n'ai pas les proportions exactes, mais il y a encore un siècle, le temps passé assis était relativement limité. Tu étais assis quand tu étais à table, c'est tout, point barre. Le reste du temps, tu étais soit couché, soit debout, en action, en train de te courber, et ainsi de suite. Et cette non-sollicitation des corps va à l'inverse de la loi de l'hormèse, qui demande à solliciter le corps pour qu'il s'améliore dans son fonctionnement. Et c'est vraiment ça aussi une des caractéristiques de l'humain sur lequel on va revenir sans cesse. L'humain s'améliore quand on l'utilise dans sa sphère d'utilisation normale. Vous avez des conditions d'utilisation. L'humain a des conditions d'utilisation. Quand on l'utilise dans ces conditions d'utilisation, il ne s'affaiblit pas, il ne s'use pas, contrairement à une machine. Une machine, tu l'utilises dans ses conditions normales d'utilisation, elle s'use. Surtout à notre époque où l'obsolescence est programmée, mais la machine va s'user de plus en plus. Eh bien, avec l'humain, c'est l'inverse. Un humain utilisé dans les conditions normales d'utilisation de l'humain, va voir sa capacité à améliorer, va voir ses facultés améliorées. Et si vous êtes épuisé, quelque part, vous êtes au fond du fond, eh bien, il me semble que ce qu'on va viser, ce qu'on va rechercher, c'est cette amélioration du fonctionnement de l'humain. Et cette amélioration du fonctionnement de l'humain, il va passer par utiliser ce corps. Là où on te dit, ouais, t'es fatigué, il va falloir trouver un moyen intelligent, adapté, individualisé, eh bien, de remettre du mouvement dans tout ça. Parce que sinon, c'est une spirale infernale, c'est un cercle vicieux. Et on va le voir au travers de toutes vos questions. Tenez, en préambule aussi,
je tenais à mentionner, alors c'est un peu connexe, mais j'ai été sollicité par Charles, qui est étudiant, qui travaille dans une école. Et Charles m'a contacté au sujet d'un projet qu'ils ont dans son école, son école, oui, tout à fait, de concevoir un véhicule à propulsion humaine, ce qu'on appelle un VPH, véhicule à propulsion humaine, donc un vélo, globalement. Hein, mais on dit véhicule à propulsion humaine parce que les vélos, c'est quelque chose qui est relativement connoté. Quand on dit vélo, tu vois deux roues, une selle en haut, un pédalier, un dérailleur, et ils ont envie de redéfinir les règles. Ils ont baptisé leur projet WOSH, W-O-S, H, je ne me souviens plus exactement. Ils veulent renouveler le vélo. Ils veulent complètement renouveler le vélo. Son projet m'a beaucoup parlé parce que moi, il y a toute une époque de ma vie où je me suis essentiellement déplacé à vélo. J'ai fait beaucoup de voyages en cyclo-camping avec des vélos classiques. Puis après, j'ai découvert ce qu'on appelait les vélos horizontaux, les vélos couchés, du tricycle. J'en ai fait beaucoup. J'ai même eu ce qu'on appelait un vélo mobile, c'est-à-dire un vélo caréné avec lequel je me suis pas mal déplacé. Ça a été une grande passion pour moi. Bon, je suis passé un petit peu à autre chose, mais ça reste une grande passion pour moi. Et donc quand il m'a contacté, je l'ai un petit peu titillé sur ces axes de recherche et j'ai vu que leur projet était extrêmement abouti. Et il m'a contacté parce que dans le cadre de leur travail de recherche pour passer à la mise en production ensuite, ils ont besoin de vous. En fait, ils auraient besoin que vous répondiez à un petit sondage, tout simplement, sans aucun engagement, il n'y a aucune vente, il n'y a rien. Je crois pas qu'il y ait d'adresse mail qui soit relevée, enfin, il n'y a aucune arnaque là derrière. Ils ont juste besoin de faire un petit sondage par rapport à vos pratiques de vie et voir comment leur projet de vélo, si tant est, de véhicule à propulsion humaine, pourrait s'inscrire et répondre aux besoins de tout le monde. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo, juste en dessous. Si vous pouvez prendre quelques minutes, il y en a pour 4-5 minutes, à répondre à ce questionnaire, ça serait une très grande aide pour eux. Je vous mets le lien en dessous. Et donc, vraiment, c'est redéfinir le vélo, redéfinir ce mode de déplacement. Donc, c'est un projet que je soutiens énormément, qui m'intéresse énormément à titre personnel. Et je suis vraiment très, très content de les promouvoir. Allez, on passe sur notre série de questions-réponses sur l'épuisement. On va voir si on va faire ça en une fois, en deux fois. On va voir si je ferai ça tout assis, debout, sur le trampoline. Enfin, on va mixer un petit peu. Allez, on est parti. Saya, arrêt des stimulants. Alors bonjour, tout d'abord merci pour une vidéo, super, merci à toi. Tu préconises pour les épuisés dont je fais partie, entre autres, l'arrêt des excitants et des sucres raffinés. C'est ce que j'ai fait il y a de cela quelques mois et je me suis littéralement mangé le mur. Apparition de douleurs à la thyroïde, fatigue à ne plus pouvoir me lever, digestion encore pire qu'avant, acidité gastrique, estomac qui est comme tombé et apparition de troubles alimentaires. Je n'arrête plus de manger. En plus d'une déminéralisation majeure, carence en zinc, sélénium, vitamine A, E, D, oméga 3. J'ai repris un café par jour et rajouté un peu de sucre industriel à mon alimentation et la machine repart un peu. Faut-il en conclure qu'en cas d'épuisement extrême, l'arrêt brutal de la source d'énergie, même si elle n'est pas bonne, que sont les excitants et le sucre, est à éviter? N'est-ce pas au final un cercle vicieux puisque pour fonctionner j'ai besoin de substances qui crament littéralement mes surrénales? Alors, c'est une vraie bonne question. Bon, ensuite, quand tu me parles de carence en zinc, sélénium, vitamine A, E, D et oméga 3, c'est pas en rajoutant du sucre raffiné que tu vas améliorer ça. À moins que tu considères qu'en stimulant l'organisme, tu vas stimuler aussi la fonction digestive. Une personne fatiguée est une personne qui a une faible capacité adaptative. Pour le meilleur comme pour le pire. Ce sont des personnes pour lesquelles il va falloir bouger doucement. Tirer le frein à main à 220 sur l'autoroute, pour une personne qui est fatiguée, je ne pense pas que ça soit effectivement la bonne solution. Alors après, ça va dépendre de tout le monde. Il s'agit d'être pragmativore avant tout. Pragmativore, ça veut dire qu'il y a la théorie, c'est-à-dire oui, effectivement, les excitants ont tendance à tirer sur tes surrénales et à faire en sorte que finalement, eh bien, tu dépenses de l'énergie que déjà tu n'as pas ou que tu n'as qu'en très faible quantité. Donc effectivement, les excitants vont avoir un côté délétère pour l'organisme. Ça, c'est évident. Par contre, si tu t'arrêtes là, tu ne prends pas en compte une condition. Cette condition, c'est que... Excusez-moi, il y a quelqu'un qui s'avise avec une tronçonneuse au-dessus. J'espère que ça ne gênera pas au micro. Ces conditions, c'est que ton organisme a besoin quand même de fonctionner. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette étincelle de vie à l'intérieur, eh bien, il va pas fonctionner, littéralement. Et c'est là où c'est très très intéressant, parce qu'il y a la théorie, il y a l'intellect, et c'est ce que je reproche souvent à certaines approches hygiénistes un petit peu trop religieuses, on va dire, qui te disent « Ah, mais pas de stimulant, pas de stimulant ». Et moi, je regarde, je dis « Coco, mais moi, je connais des tas de gens, tu leur coupes complètement les stimulants, ils sont juste totalement incapables de fonctionner. » Alors on dit « Oui, mais alors il faut qu'ils arrêtent de fonctionner. » Ouais, mais si c'est pas possible, tu fais comment? C'est là où il y a une différence fondamentale entre l'idéologie et le pragmatisme.
Le pragmatisme, c'est il faut que tu fasses rentrer quelque chose dans ta vie actuelle. Il faut que ça soit vivable, il faut que ça soit suivable, il faut que ça soit utilisable, il faut que ça soit fonctionnel en tant que tel. Donc oui, je pense qu'en cas d'épuisement extrême, l'arrêt brutal, et là, quantifier les choses, ça va être pour chaque individu un petit peu différent, l'arrêt brutal peut ne pas être favorable du tout, du tout, du tout. Et c'est pour ça que chaque fois, je vous encourage à y aller progressivement, en sachant que plus une personne est fatiguée, moins elle a de capacités adaptatives. Puis, c'est toujours pareil, petite recharge déjà, c'est toujours pareil, si tu... Je vais en faire plus souvent des questions-réponses. Si, imaginons, tu t'arrêtes complètement, sauf que tu es en vacances, tu es au soleil, tu es au bord de la plage et tu peux te permettre d'être complètement vidé physiquement. Et puis tu as ce soleil-là qui va améliorer l'assimilation des nutriments. Tu vas avoir accès à des fruits de très grande qualité, tu vas avoir accès à un air de bonne qualité parce que tu es dans un environnement naturel. Ben, c'est complètement différent que de couper les stimulants alors que tu es en pleine ville au mois de novembre, qu'il pleut, qu'il n'y a pas de soleil. Donc il va s'agir de s'adapter à chaque coup. Mais dans le cadre des stimulants, là aussi, je pense qu'il y a stimulant et stimulant. Un stimulant comme le sucre blanc, pour moi, n'a strictement aucun intérêt. Sur le plan nutritionnel, il n'apporte rien. Bon, sur le plan du plaisir, si tu veux, bon, il y a des tas d'autres produits sucrants qui vont être très très plaisants. Le café, c'est là aussi de la stimulation vide. Et il faut vraiment distinguer entre stimulation avec apport de nutrition et stimulation vide. Le café est un stimulant vide, c'est-à-dire qu'il apporte de la caféine qui va cracher, hein, mais à part ça, il n'apporte rien pour compenser, ce n'est pas une stimulation compensée. Le sucre blanc, c'est pareil, c'est complètement dévitalisé, il n'y a rien. Par contre, si tu prends par exemple de la spiruline, c'est une source de protéines concentrées, donc stimulant, puisque concentré. Oui, mais en même temps, la spiruline, elle va apporter du fer, énormément de micronutriments, énormément de minéraux. Ben, la spiruline va être une stimulation compensée, partiellement compensée, totalement compensée, je n'en sais rien. Et moi je t'induirais, et j'induirais toutes les personnes qui sont fatiguées, à se diriger vers des stimulations compensées, et non pas des stimulations vides, creuses, qui ne font qu'épuiser le corps. Donc café, sucre blanc, ça serait plus à éviter, et ce qui est stimulant globalement pour le corps, au niveau alimentaire en tout cas, c'est tout ce qui est protéique. Les apports protéiques sont relativement stimulants pour le corps. Donc spiruline, noix, amandes diverses, produits animaux pour ceux qui en consomment, là tu vas avoir une stimulation et en même temps stimulation par l'apport protéique et en même temps, surtout si tu prends des produits de qualité qui ont poussé dans des sols riches, si c'est des animaux qui ont été élevés dans de l'herbe avec du bon pissenlit, du bon trèfle et ainsi de suite, bon ben, là déjà tu vas avoir une stimulation qui va être relativement compensée et c'est moins pire. Mais je veux dire, quand je dis c'est moins pire, c'est qu'il n'y a pas un absolu. C'est-à-dire que ce qui est on est complètement perdu au niveau de notre capacité de jugement. Et ça, je le dis souvent, l'homme s'est approprié le droit de juger du bien et du mal et il se plante. Et il se plante littéralement. On dit que c'est le premier péché, mais c'est évident. On se plante littéralement. Notre capacité d'appréciation, elle est faussée, elle est fausse. Pour moi, ce qui est bon, c'est ce qui nous amène à la vie. Ce qui est mauvais, c'est ce qui nous amène à la mort. Alors il y a des gens qui vont dire, ah mais alors, conserver des stimulants, c'est mauvais. Oui, c'est mauvais dans un intellect, dans un idéal. Par contre, pragmatiquement, toi tu me dis finalement, si j'arrête complètement les stimulants, je ne fonctionne plus. Donc c'est mauvais d'arrêter complètement les stimulants. Ce qui est bon, c'est ce qui te conduit vers la vie. Ce qui est mauvais, c'est ce qui te conduit vers la mort. Le bon, la vie, l'anabolisme, la construction, ça c'est ce qu'il faut rechercher. C'est vraiment ce qu'il faut rechercher et non pas à partir d'idéaux intellectuels. Alors oui, de la stimulation peut être nécessaire. Et oui, je m'oppose fondamentalement à un esprit relativement religieux qui te dit il faut arrêter tout stimulant. Non, mais ça marche pas. Ça marche pas, sérieux, moi aussi je l'ai dit ça. Moi aussi j'ai été un ayatollah, moi aussi j'ai été un petit extrémiste en chef. Hein. Moi je l'ai fait ça pendant 2-3 ans au début des vidéos, si vous les regardez, c'est ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal, dans une espèce d'absolu. Mais c'est faux, je m'étais complètement planté. D'ailleurs j'ai grande joie à laisser ces vidéos, parce qu'au moins vous vous dites, bah, on peut sacrément se planter dans la vie. Et j'ai appris parfois à mes dépens, à relativiser les choses et à mettre les choses en contexte individuel. Il n'y a pas un absolu. Il y a du circonstanciel à chaque individu. Donc oui, pour de la stimulation. Je te dis stimulation, spiruline, levure de bière aussi. Moi j'aime pas ça, hein, mais puis ça peut faire beaucoup de fermentation. Mais il y en a qui ça stimule énormément. Pareil, tu vois, si tu dois saler, bah, tu peux saler avec du sel blanc raffiné. Là, à ce moment-là, au niveau nutritionnel,
il n'y a pas grand-chose. Et puis tu peux saler avec du plasma de Quinton. Là, tu as tous les minéraux qui te sont apportés. Tu as du sodium, mais tu as aussi tous les minéraux. Et puis si tu n'as pas accès à du plasma de Quinton, au moins tu prends du sel brut de mer, du sel de Guérande ou du sel de la baleine, là, des salins du Midi, mais non raffinés, avec encore toutes les micro-algues qui sont dessus. Tu vas directement dans les marais salants le récolter. Hein, et à ce moment-là, tu vas avoir une stimulation qui sera moins vide parce qu'il y aura des nutriments qui seront apportés. Toujours pareil, si tu cravaches sans apporter de nutriments, sans apporter de ressources au corps, tu ne fais qu'épuiser davantage. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Question de Justin, j'espère que j'écorche pas son nom, ou Justine. Bon, question de Justin. Cette question me taraude depuis un long moment. Afin de relancer le système nerveux sympathique, est-ce le repos de celui-ci qui est nécessaire ou l'action du système nerveux parasympathique qui lui permet de se régénérer? Et bien les deux. Les deux, parce qu'en fait, les deux sont indissociables. C'est-à-dire que, globalement, dans le corps, il n'y a pas de moment où ton corps n'est pas régulé par un fonctionnement nerveux, en permanence. Il y a des fonctionnements nerveux, même quand tu dors, même quand tu te reposes. Il n'y a que quand tu meurs qu'il n'y a plus de fonctionnement nerveux qui se passe. Donc, soit tu es en sympathicotomie, soit tu es en parasympathicotomie, soit tu es un peu entre les deux. Pour que le système nerveux sympathique se relance, en vérité, c'est pas qu'il se relance, c'est qu'il se repose. Afin qu'il se repose, eh bien, il faut éviter de le solliciter ou diminuer les sollicitations. Mais si tu diminues les sollicitations, de fait, tu te retrouveras plutôt dans des situations où tu es gouverné par le système nerveux parasympathique. Donc voilà comment ça se passe. Sympathique au repos, c'est le parasympathique qui prend le dessus. Tu vois, sympathique au repos, tu dors, donc effectivement tu es en parasympathicotomie. Tu es dominé par le système nerveux parasympathique. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question. Question de Sonia sur les fruits à queue. Bonjour, je n'ai pas trop compris. De passage, vous dites qu'il faut éviter les fruits à jus lorsqu'on est fatigué et préférer des fruits denses type banane. Moi qui bois des jus tous les jours, justement orange, pamplemousse, pomme, kiwi, carotte, etc. Et je bois beaucoup d'eau. Attends, excuse-moi, je change de position. On n'est pas donné à rester toujours dans la même position. Ok, je reste. Ça va aller sur l'écran. Alors, cette question des fruits à queue, elle a questionné... Est-ce que je suis dans le cadre? Oh, ça va, à peu près. Si ça me tronque la tête, vous m'en voudrez pas. Cette question des fruits à queue, elle a interrogé énormément de monde. Je vais le faire rapidement. Quelqu'un qui est épuisé a un défaut de production d'une hormone qu'on appelle l'aldostérone. Cette aldostérone, elle est produite au niveau des glandes surrénales. Et les glandes surrénales, eh bien, cette hormone, elle retient les minéraux et elle retient l'eau. En particulier le sodium, puisque le sang est essentiellement composé de sodium. Il y a énormément de sodium dans le sang. Alors on dit vulgairement de sel, mais en fait c'est de sodium, c'est un minéral. Et quand il n'y a pas assez d'aldostérone, tu perds tes minéraux et tu perds ton eau. C'est ce qui fait que si tu mets des bandelettes de papier pH, non seulement tu te fais pipi sur les doigts, mais en plus, quand tu vas mesurer, tu vas trouver une urine alcaline, qui veut dire simplement que tu es en train de perdre tes minéraux. Donc tu pisses tes minéraux. Que se passe-t-il quand tu consommes des fruits à queue? Tu as déjà un sang qui n'est plus équilibré au niveau minéral. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le sang a une composition minérale qui doit être stable. Comme son pH doit être stable, sa composition minérale doit être stable aussi. C'est l'isotonie du sang, une certaine concentration. Si tu perds tes minéraux, eh bien l'isotonie du sang, elle n'est plus respectée. Le sang va avoir tendance à piquer des minéraux un peu partout dans le corps et particulièrement à l'intérieur des cellules. Mais si en plus tu rajoutes de l'eau, sans rajouter beaucoup de sodium, parce que c'est surtout le sodium qui vient à manquer, si tu rajoutes de l'eau en consommant des fruits à queue, tu vas encore diluer ton sang, donc encore diminuer la concentration des minéraux. Et donc le corps va avoir tendance à pomper encore plus de minéraux à l'intérieur des cellules pour venir équilibrer la concentration minérale dans le sang qui est déséquilibrée. Donc on prend un exemple, tu as déjà un niveau de sodium dans le sang qui est faible. Tu consommes énormément de pastèques, il y a peu de sodium, beaucoup d'eau. Donc la concentration de sodium baisse encore au niveau du sang. Bon, normalement, en situation normale, il y aurait une grosse production d'aldostérone pour retenir le sodium, le peu qui reste, et à ce moment-là, ça se rééquilibrerait. Sauf que tu es fatigué. Fatigué égale faible capacité adaptative. Donc comme tu es fatigué, pas de production d'aldostérone, pas de capacité à équilibrer. Sauf que pour le corps, ce n'est pas possible. Le sang doit rester à un certain niveau de minéralité. Alors qu'est-ce qui se passe? On vient pomper à l'intérieur des cellules le sodium. Sauf que autant dans le sang, le sodium est celui qui prédomine, autant dans les cellules, c'est le potassium qui prédomine. Et dans les cellules, il y a une petite zone qu'on appelle la mitochondrie, qui est un peu la centrale de production d'énergie. Tu viens pomper le sodium dans la cellule. Sauf que,
à l'intérieur de la cellule, le sodium et le potassium sont en équilibre. Si tu enlèves le sodium, eh bien, il faut automatiquement que la cellule évacue le potassium. Sinon, il va y avoir un déséquilibre entre sodium et potassium. Tu me suis? Donc, le potassium s'en va. À ce moment-là, la cellule est déminéralisée puisqu'elle s'est privée de ces minéraux pour les mettre dans le sang. Et à ce moment-là, la mitochondrie, la centrale énergétique de la cellule, ne fonctionne plus. Tu as froid, tu es fatigué, tu fonctionnes moins bien. Alors, ta question. Moi qui bois des jus tous les jours, justement, orange, pamplemousse, pomme, kiwi, carotte, et je bois beaucoup d'eau. Que faut-il que je prenne comme jus dans ce cas? Quelle alimentation privilégier en plus des compléments de plantes type maca? Alors, c'est là où je proposais. Alors, je dis, ça c'est la théorie. Toi, ensuite, tu vas essayer dans ta vie. Mais je dirais que pour toute personne qui est fatiguée, commencer par boire 1 litre d'eau le matin, par exemple, comme c'est parfois préconisé dans les milieux santé, c'est une aberration totale. C'est juste une aberration. C'est pas parce que quelqu'un te dit, moi je le fais, ça me va bien. Oui, mais cette personne, elle n'est pas fatiguée. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas pas faire exactement comme elle. C'est du pur mimétisme qui ne correspond à rien. Donc, moi, dans ces cas-là, par exemple, le jus, je ne consommerai pas 1 litre de jus d'un seul coup. La nature du jus va peu importe. On va privilégier des jus avec des légumes plutôt que des fruits, parce que tu auras plus de sodium et de minéraux dans les jus. Moi, je considère surtout qu'il faut choisir le moment et la quantité. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer par un jus au petit matin à 8 h du matin. Déjà, peut-être que je ne vais pas manger, ça serait peut-être le mieux. Mais si je dois prendre un jus, je vais plutôt le prendre en fin de matinée, voire en fin d'après-midi, à un moment où au niveau chronobiologique, les surrénales ont un peu plus de force. C'est plutôt en fin d'après-midi que ça marche le mieux chez les gens qui sont épuisés. Et dans les jus, je vais privilégier des légumes. Voire dans le jus, je vais mettre un petit peu de plasma de Quinton à l'hypertonie. Comme ça, je vais rajouter du sodium. Et puis le matin, en me levant, au lieu de prendre de l'eau, eh bien, je vais prendre du plasma de Quinton à l'hypertonie. Voire, dans l'absolu, et là je sens que je vais en faire frémir quelques-uns, mais j'ai pu l'expérimenter, de l'eau avec un petit peu dilué, du sel de mer le plus brut possible. En petite quantité, mais vous n'allez pas, si c'est une petite cuillère, quoi, ça ne va pas tout dérégler, et vous allez apporter des minéraux. Et ensuite, vous voyez, je vous dis ça, je vous partage ça, regardez, faites-le et voyez comment vous vous sentez. Mais en règle générale, je vais te dire, si tu as froid le matin, si tu es fatigué, je vais te donner un conseil, tu jeûnes et tu jeûnes à sec, c'est-à-dire 0 eau. On a été complètement lobotomisé à penser qu'il nous faut de l'eau, il nous faut de l'eau, il nous faut de l'eau en permanence, il nous faut de l'eau pour éliminer. Non, il ne faut pas de l'eau pour éliminer. Il faut suffisamment d'eau pour que nos reins aient quelque chose dans lequel éliminer les toxines, mais c'est les reins qui éliminent, ce n'est pas l'eau qui élimine. On donne toujours du pouvoir à des éléments extérieurs. On pense que c'est l'eau qui nous fait éliminer. Non, c'est les reins qui nous font éliminer. Si tu augmentes ta quantité d'eau, tu vas simplement faire que éliminer plus d'eau. Mais tu ne vas pas éliminer plus, tu vas éliminer plus d'eau. Pourquoi? Parce que le corps se débarrasse de cette eau excédentaire. Donc, est-ce que tu comprends la logique derrière tout ça? Tu bois plus d'eau et le corps est obligé de s'en débarrasser. On dit « Ah, on a éliminé !» Ouais, tu as éliminé de l'eau, banane. Tu as éliminé ce qui était en trop, en permanence. Ton corps régule, sauf que tu as demandé de l'énergie à ton corps pour le faire. Tu lui as demandé un travail alors qu'il est déjà épuisé. Donc, il n'y a pas de nécessité. C'est même contre-productif. C'est le jour. Hop, fonctionne toujours le micro? Ouais. Oui, il fonctionne toujours. Le jour où chacun d'entre nous réalisera le potentiel fabuleux, extraordinaire, hyper puissant qu'il y a dans la pratique du jeûne, l'absence de cérébralisation, la non-nécessité de réfléchir en permanence et l'efficacité radicale du jeûne, et en particulier du jeûne sec. Je vous l'ai déjà dit, le jeûne s'impose de plus en plus, mais c'est le jeûne avec de l'eau. C'est normal, parce que je vous dirais que dans un monde qui fonctionne globalement de travers, on a tout intérêt, quand quelque chose de puissant s'impose, d'arriver encore à l'amoindrir. Le jeûne sec, c'est la voie directe. Pour toutes les personnes qui sont fatiguées, épuisées, c'est la voie directe, parce que moins tu mets dans ton corps, moins il va avoir besoin de s'adapter. C'est toujours pareil. Jamais tu mets quelque chose qui soit complet dans ton corps. Donc comme tu mets jamais quelque chose de complet, en permanence il va devoir s'adapter. Moins tu mets de choses dans ton corps, moins il va devoir s'adapter. Et plus il va pouvoir se reposer, et plus il va pouvoir capitaliser de l'énergie. Donc moi le matin, jeûne sec. Franchement, jeûne sec. Et les jus, si tu dois prendre des jus, tu prends des jus de légumes avec du sodium. Tu as des jus avec de la betterave, avec des carottes, plus qu'avec des pommes ou des oranges. Là, tu me parles des jus tous les jours, orange, pamplemousse, pomme, kiwi, carotte. Moi je ferais carotte, betterave, quinton et puis une pointe de pomme par exemple. Tu vois, un peu de gingembre,
Ouais, je sais, c'est stimulant, mais tant pis, hein, on est accro aux stimulants, et en petite quantité. Tu fais 25 centilitres, 25 centilitres, il y a déjà beaucoup. De toute façon, si tu es fatigué, tu as une faible capacité assimilative. Si tu as une faible capacité assimilative, c'est pas la peine d'en prendre des litres, tu vas l'uriner, tu vas le pisser. Voilà, donc j'espère que ça aura répondu à ta question. Question de Mathilde. Bonjour et grand bravo pour cette superbe série de vidéos. Pourrais-tu s'il te plaît nous dire et éclairer le lien qu'il peut y avoir entre épuisement et maladies auto-immunes, notamment Hashimoto, vitiligo et encéphalite limbique? Quel lien il peut y avoir? C'est que quand tu es fatigué, tout ton système n'élimine plus, et quand ton système n'élimine plus, eh bien à ce moment-là, ce genre de pathologie liée à l'encrasement, liée à l'usure du système vient à s'installer. Pour moi, ce n'est pas l'épuisement qui conduit à ça, c'est deux choses qui s'installent en même temps dans le tableau. Quand on parle de maladie auto-immune, on parle de perméabilité intestinale qui s'est installée, qui permet perméabilité intestinale et perméabilité tout court au niveau de la barrière bactérienne du corps qui s'est installée. Donc, on parle d'un stress énorme qui a amené une acidification, qui a amené une altération de cette barrière microbienne. Donc, premièrement, donc tout ce qui a conduit à l'épuisement aura aussi conduit à l'affaiblissement de la barrière microbienne du corps, donc au système immunitaire. Maladie auto-immune ne vient que quand le système immunitaire est lésé. Donc voilà le lien, moi, que j'y verrai. Il faut bien comprendre que toutes ces manifestations symptomatiques ne sont que des expressions individuelles, circonstanciées d'un même trouble. Et le même trouble, c'est quoi? L'altération des fonctions normales du corps. C'est-à-dire que quand un corps fonctionne normalement, il fonctionne parfaitement. Et quand il est altéré, ben pour un tel, ça va se manifester plutôt sous forme de maladie auto-immune, mais quand tu t'épuises, tu amoindris ton stock minéral, tu t'acidifies, tu atteins ta barrière bactérienne, microbienne, tout ça, ça va de pair. Donc tu es acidifié, tu es déminéralisé, tu es déshydraté, tu es immunodéprimé, tu es quoi? Tu es engorgé, tu es congestionné, tout ça, ça va de pair, c'est ensemble, c'est un tout. C'est un tout, parce que le corps n'élimine plus, le corps ne fonctionne plus de manière adéquate. Alors, question de Carla, sur le jeûne. Ma question, merci pour tes remerciements. Je ne lis pas toujours les remerciements, ça fait un peu autosatisfaction, mais à propos de remerciements, d'ailleurs, je voulais vous dire, suite à l'appel pour les dons, on a reçu énormément de dons. On vous remercie. Merci de continuer d'ailleurs, parce qu'on en a besoin tous les mois, régulièrement. C'est une grande aide pour nous, vraiment, au niveau de l'association. Ça nous permet de terminer le nouveau site internet, ainsi de suite. Donc ça, c'est top. Par contre, j'ai enfreint quelque chose que je faisais jusque-là, c'est que jusqu'à présent, on répondait individuellement à chaque don. Je répondais individuellement à chaque don. Là, force est de constater que je n'y arrive plus. J'y arrive plus, j'ai beaucoup de boulot. En plus, voilà, au niveau familial, il y a des choses qui ont changé. Il y a un bébé qui est arrivé il y a 4 semaines à peu près, donc ça fait des nuits très courtes. Et ça fait 4 semaines, 4 ou 5 semaines que je me dis, bon, je vais les traiter ces mails, et puis ils s'accumulent, et j'y arrive pas. Donc je tiens à vous remercier tous autant que vous êtes, chaque personne qui nous donne 1 euro jusqu'à, il y en a qui nous ont donné 1000 euros. Alors, impressionnant, mais peu importe en fait, peu importe. Toute personne, je vous remercie sincèrement, même à ceux qui n'ont pas donné, mais je vous remercie sincèrement. Je ne pourrais pas écrire à chacun d'entre vous individuellement, mais sachez que vraiment j'ai beaucoup de gratitude. Chaque fois que je vois passer un don, vraiment j'ai une pensée de bénédiction pour la personne qui nous donne un don et qui s'engage avec nous, qui nous soutient comme ça. Merci, 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 merci. Par contre, je préfère passer du temps à vous faire de nouvelles vidéos plutôt que de passer du temps à répondre à la main, surtout que je tape très mal, à répondre à la main à tous ces dons. Donc soyez bénis, vraiment recevrez tous mes remerciements au nom de l'équipe, au nom de l'association. Et vraiment, voilà, vous allez voir aussi dans les mois qui viennent les fruits de ces dons, on vous tiendra au courant. Donc je ne sais pas pourquoi je disais ça, mais bon, c'était pour... Ma question, est-ce que le jeûne peut aider à vaincre l'épuisement ou au contraire ça fragiliserait encore plus un organisme fatigué? Le jeûne est la voie royale parce que le jeûne fait appel à un mécanisme qu'on appelle l'hormèse. C'est la voie royale pour récupérer un organisme qui est fatigué. Par contre, toujours pareil, il faut faire un jeûne dans des quantités adaptées. Tu ne commences pas à faire des grands jeûnes, tu fais des tout petits jeûnes, jeûne matinal, jeûne de la journée, jeûne d'une journée complète, jeûne de 2 jours, jeûne à sec particulièrement. Je vous recommande les jeûnes à sec. Plus tu jeûnes à sec, moins il y a de nécessité d'adaptation. Plus tu mets d'eau, plus le corps doit s'adapter à cette eau. Et donc fournir un effort, fournir un travail.
Le jeûne est la voie royale, comme tous les mécanismes qui vont solliciter l'hormèse. Je vous parlais de bains froids. Ben, les bains froids, par exemple, l'exposition au froid ou au chaud, par exemple, va stimuler les mécanismes d'hormèse dans le corps. L'activité physique, si tant est qu'elle soit dans des proportions adaptées au corps, va être aussi un fabuleux moyen de remonter. De toute façon, il faut se mettre au challenge. Si tu es épuisé, et c'est là où il y a un changement radical qui s'opère, c'est que régulièrement, dans la pensée commune, tu es fatigué, il faut te reposer. Alors ça, c'est valable quand tu es dans une petite fatigue. Bon, le soir, tu es fatigué, tu vas te reposer, le lendemain matin, tu repars. Mais quand on rentre dans un processus vicieux de fatigue chronique, quand on est coincé là-dedans, eh bien, on se rend compte que le meilleur moyen de s'en sortir, c'est non pas de se reposer tout le temps, de rester dans un repos complet, mais au contraire, de ménager des grandes phases de repos et à côté de ça, des moments de stimulation, des moments de petite stimulation. C'est pour ça que cette logique du stimulant alimentaire qui serait si néfaste et ainsi de suite, pour moi, c'est de l'idéologie, mais en pratique, ça ne va pas dans le sens de l'hormèse. Je dirais même que je crois de plus en plus que exposer notre corps, y compris sur le plan alimentaire, à des produits pas bon, si tant est que ça ait le moindre sens, cette dénomination, parce que ça aussi, je pense qu'on va prendre notre claque petit à petit pour se rendre compte que toutes ces catégories qu'on a créées sont relativement fausses, mais bon, passons. Je pense que c'est un très bon moyen de faire fonctionner le corps, de le faire se muscler, de le faire se renforcer. J'en ai parlé, peut-être qu'il y aura des questions là-dessus, mais en termes d'allergie alimentaire, quand on me dit, voilà, j'ai soigné mon allergie alimentaire en enlevant le gluten et les produits laitiers, je dis aux gens, mais tu n'as rien soigné du tout. T'as rien soigné du tout, tu ne peux pas appeler ça du soin. Je veux dire, si tu avais soigné ton allergie alimentaire, tu serais capable de manger du gluten et des produits laitiers sans réagir. Je ne dis pas que tu vas le faire au quotidien, parce que souvent on dit, ah ouais mais Thierry, alors à ce moment-là on comprend plus ce que tu nous as dit, tu nous dis finalement qu'il faudrait manger du gluten et des produits laitiers. Je dis rien, je dis rien à ce sujet-là, donc déjà, poupouille Thierry, mais surtout, c'est pas parce que tu as la capacité de faire quelque chose que tu vas le faire systématiquement. Mais par contre, si un jour tu t'y retrouves confronté, tu ne vas pas t'effondrer. Il y a une différence fondamentale entre avoir soigné une allergie au gluten et aux produits laitiers, ne pas en consommer au quotidien parce qu'on a décidé de ne pas en consommer, parce qu'on n'a pas le désir, ou quoi. Mais quand tu es invité quelque part, d'un seul coup, il y a un petit peu de gluten, bon, c'est pas grave, quoi, tu ne vas pas t'effondrer. Et le fait de s'effondrer radicalement, le fait d'avoir peur, d'être allergique, d'être aussi sensible, ça signale un épuisement profond, un épuisement de l'organisme et surtout une faiblesse immunitaire. Et il ne faut pas s'enorgueillir. C'est ce que j'essaye de dire. Quand je dis construisez un organisme plus fort, construisez un organisme qui peut être confronté à des poisons sans vaciller. C'est pas aller vous confronter à des poisons délibérément, c'est construire un organisme qui est capable, s'il y est confronté, eh bien de s'en sortir de manière adéquate. Et ça passe par le véritable soin. Le véritable soin, c'est le renforcement. Et le renforcement, ça puise ses racines dans cette fameuse loi de l'hormèse. C'est-à-dire mettre au challenge. Alors qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Sur le plan alimentaire, est-ce que ça veut dire s'exposer délibérément? Je ne sais pas. À essayer. À voir. Ça dépend. Je ne me mouille pas. T'imagines, je ne me mouille pas. En tout cas, le jeûne, oui. Si tu veux guérir de toute façon des allergies alimentaires, des immunodéficiences et ainsi de suite, le jeûne, c'est là, vous l'avez, ça coûte rien. On ne va pas me reprocher, des fois on me dit, Thierry, l'argent et tout. Bon, mais là, au moins, avec le jeûne, on ne peut pas dire que je fasse de la promotion dans quelconque business. Tu n'as besoin de personne pour jeûner, tu n'as besoin d'aucun outil, d'aucun ustensile, tu n'as besoin de rien, et au contraire, tu vas économiser de l'argent. C'est pas le top, ça. Isabelle, saignement du nez. Bonjour et merci pour les vidéos. Y aurait-il un lien entre les saignements de nez fréquents et l'épuisement des surrénales? Alors, question comme ça, je pense qu'il va y en avoir beaucoup. Oui, bien sûr qu'il y a un lien. Il y a un lien parce que, pour vous faire vraiment la logique, comment on peut comprendre cette question? Je vous ai dit, pour qu'il y ait épuisement des surrénales, c'est qu'il y a eu d'abord une phase d'hypercatabolisme, d'hyperactivité, d'épuisement, la phase dans laquelle on l'a tiré. S'il y a hyperactivité, il y a production d'énormément de produits acides, énormément de déchets. Et ces déchets ne peuvent pas tous être éliminés. Donc il y a acidification du corps. S'il y a acidification, il y a déminéralisation, puisque les acides s'associent aux minéraux dans le corps pour être neutralisés, former des sels neutres qui pourront ensuite être éliminés. Les tissus sont essentiellement constitués de quoi? D'un maillage minéral. Dès lors qu'on parle de faiblesse des tissus, on parle de saignement de nez. Pourquoi est-ce que ça saigne? Parce que la paroi, la membrane qui constitue la muqueuse nasale, elle est trop faible. Pourquoi? Parce qu'elle est déminéralisée. Comme les intestins peuvent être trop faibles et à ce moment-là il y a de la porosité, comme les vaisseaux sanguins peuvent être trop faibles et à ce moment-là il y a des anévrismes, il y a des ruptures de vaisseaux sanguins, comme toute la peau des organes peut être trop fine parce que les minéraux se sont fait littéralement manger par les acides. On est
est rongé par l'acidité. Et donc la déminéralisation globale du corps liée à la suractivité, c'est-à-dire on va trop vite, ça va trop vite, trop vite, trop vite, trop vite. Ça va trop vite, ça va trop vite. D'ailleurs, c'est pour ça, ça va trop vite, notre mode de vie va trop vite, on est dans un délire d'accélération. Pour ça aussi, d'ailleurs, qu'au début, j'avais du plaisir à vous parler de cette étude sur les véhicules à propulsion humaine, là, parce que je pense qu'on a tout intérêt à ralentir. Mais vraiment, on va beaucoup trop vite, donc on consomme trop, on brûle trop vite. Et actuellement, je pense qu'on a tout intérêt à ralentir, à calmer le jeu. Moi, par exemple, j'ai la chance inouïe d'avoir pu réaliser ce que j'attendais depuis des années, c'est-à-dire vraiment de quitter la civilisation d'une certaine manière et de m'installer en pleine moyenne montagne catalane, loin de l'agitation, de la frénésie un petit peu des villes. Et je peux vous dire que je vois des bénéfices sur ma santé qui sont juste colossaux. À part le dimanche où de temps en temps il y a quelqu'un qui vient faire du bois dans la forêt, sinon il n'y a personne autour, à des kilomètres. Et il y a une paix, il y a une quiétude qui s'installe qui est juste hallucinante. Et de moi-même, j'ai envie de tout ralentir. J'ai même trouvé là je la vois devant moi, on a trouvé une carriole à cheval là, perdue dans les ronces là, en défrichant un petit peu le terrain. Et j'ai l'intention de commencer à me déplacer aussi à cheval pour ralentir le rythme, parce qu'on consomme trop, on brûle tout, et si on brûle, on produit des déchets. Donc oui, déminéralisation, acidification et déminéralisation. Question de Françoise, bonsoir. Concernant la queue, nous sommes tous deux épuisés totalement et nous prenons surtout en hiver des soupes crues et des tisanes pour nous réchauffer. Faut-il éviter de boire des soupes et des tisanes? Merci de ta réponse. Alors, je dirais dans l'absolu, toujours pareil. La tisane sera pire que la soupe dans l'absolu. Pourquoi? Parce que la tisane, c'est que de la flotte. C'est de l'eau, il n'y a pas de minéraux, il n'y a rien. Dans une soupe, déjà, il y a plus de chances qu'il y ait des minéraux. Mais dans l'absolu, si tu veux savoir, essaye sans. Je ne peux pas te dire. Globalement, tu vas avoir tendance à diluer. Pour des personnes fatiguées, c'est pas idéal. Et si tu prends des grandes tisanes le matin, il y a des grandes chances que tu sois frileux après. Si c'est pas le cas, tout va bien. De toute façon, c'est pas en buvant un liquide chaud que tu vas te réchauffer. Ça marche pas. Ça marche absolument pas. Le corps ramène tout à température physiologique, à 37 degrés. Au contraire, plus tu bois chaud, plus tu vas devoir fournir un effort. Alors, question de Laura. Donc voilà, Françoise, essayez. Essayez, franchement, essayez. À partir des principes généraux que je vous ai donnés, essayez. Laura, question de fertilité. Bonsoir Thierry, un immense merci. Je fais partie de ces personnes complètement épuisées, et ce depuis 30 mois, depuis que ma fille est née. Ah, c'est la faute à ta fille. Vous le savez, c'est la faute au bébé, qui cause migraine, constipation, irritabilité, impatience, rumination permanente. C'est pas bon ça. Je me réveille de nombreuses fois dans la nuit, j'ai perdu le sommeil, nous essayons d'avoir un deuxième enfant depuis plus d'1 an, mais ça ne marche pas. Alors entre nous soit dit, et sans faire de provocation, heureusement que ça ne marche pas, parce que vu l'état dans lequel tu es, si je peux me permettre la vie, c'est bon, la physiologie est bien faite. Et il n'y a vraiment aucun caractère provocateur. C'est-à-dire, si tu veux d'autres enfants, effectivement, il faudrait peut-être quand même remettre de l'énergie. Tu es déjà à bout avec la première, me semble. Hein. Si tu me poses cette question, tu t'as pas à avoir mon avis. Alors, bon, ça va être chaud. Hein. Tu me poses la question, donc je me permets de répondre avec mon cœur. En même temps, je vais donner des avis qui ne vont peut-être pas particulièrement te plaire. Donc je te prie de m'excuser par avance si j'en venais à te blesser. Ce n'est absolument pas mon intention. Par contre, je vais te dire vraiment ce que j'ai sur le cœur, en pensant à toi et à la petite qui est déjà là. Tu me dis que tu essaies d'avoir un deuxième enfant par fécondation in vitro. Il faut bien comprendre que le vivant a des mécanismes de régulation. Quand une personne est épuisée, elle ne peut pas avoir d'enfant. Ça va pas marcher. Et heureusement, parce que le corps fait en sorte qu'elle n'aille pas vers ce qui va être encore pire pour elle. C'est-à-dire que tu es déjà complètement épuisé, tu as une petite qui a 30 mois, c'est-à-dire 2 ans et quelques. Bon, 2 ans et quelques, c'est encore un bébé, quoi. Elle a encore besoin d'être allaitée, elle a encore besoin de tout ça. Et les cycles du vivant font en sorte que on se protège contre, entre guillemets, et avec tout le respect que je te dois, notre propre folie. C'est-à-dire notre incapacité à écouter les besoins du vivant. Toi-même, tu me dis que tu es complètement épuisé, mais l'humain, dans son intellect et dans son génie, entre guillemets, invente des méthodes pour essayer de contourner le vivant, les lois du vivant. Et là, la fécondation in vitro en fait en sorte. Je veux dire, si quelqu'un ne peut pas concevoir, c'est qu'il y a un problème à la conception, et c'est que, d'après moi, il n'y a pas d'intérêt à forcer la conception. On va dire, ouais, mais les gens... Et attends, qui t'a dit que tu ne pouvais pas régénérer une fonction procréatrice? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Ah bah si, le médecin qui va te vendre de la fécondation in vitro à coup de piqûres d'hormones qui vont te dézinguer complètement le système endocrinien et qui vont lui payer son Porsche Cayenne illico.
Ouais, non, c'est sérieux, les mecs, ils vont te dire, ah non, mais attendez, mais c'est une honte de tenir de tels propos. Et les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, hein, qu'est-ce que vous en faites? Ben, les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, moi, je préfère leur dire, il vaudrait mieux que tu jeûnes, que tu te reposes, que tu te régénères, on va voir ça en détail, hein, plutôt que tu te fasses vider ton porte-monnaie et bousiller avec des hormones, que tu vas payer tout ça toute ta vie, tout le reste de ta vie, pour avoir un enfant qui risque d'avoir en plus un handicap, parce que de toute façon, ta biologie n'était pas prête à avoir un enfant. Donc, ok, c'est pas cool. Hein, le monde te dit c'est pas cool. Le monde, de toute façon, il veut juste te présenter les choses d'une certaine manière, de manière à ce que tu sois séduit en permanence. Hein. Il te séduit en permanence en te disant mais regarde, ça va être facile. Et puis regarde ceux qui te proposent de faire des efforts, du jeu de non mais attends, mais c'est complètement has-been. Ah puis ils sont rétrogrades. Hein, puis non mais attends. Non, non, moi je pense juste à toi. Est-ce que tu sais ce qui se passe quand on fait une fécondation in vitro? On balance une quantité d'hormones colossale dans le corps pour mimer. C'est un peu ce qu'on fait aussi quand on utilise des pilules. Hein. À moindre échelle, la pilule, c'est une véritable catastrophe. C'est une tempête hormonale dans le corps. Et ce faisant, mais quelles sont les conséquences à moyen terme? Une dérégulation complète du système endocrinien. Tu as quel âge? Tu me dis pas ton âge. Alors, tu me dis, attends, je reprends ta question. Alors, je me réveille de nombreuses fois dans la nuit, j'ai perdu le sommeil. Nous essayons d'avoir un deuxième enfant depuis plus d'1 an par fécondation in vitro, mais ça ne marche pas, je pense, à cause de mon corps fatigué. Heureusement, alléluia, heureusement. Moi, je te le dis sincèrement, avec mon cœur, même si ça peut être provocateur, heureusement que ça ne marche pas. Parce que tu ne peux pas le tolérer, tu ne peux pas le supporter. Et la petite qui est déjà présente, elle a besoin d'une maman. Elle a besoin d'être allaitée, elle a besoin de soins. Aurais-tu un conseil plus personnel par rapport à mon cas? Pour retrouver le sommeil, remettre ma machine en marche, pouvoir accueillir un petit être. Avec quel mélange de plantes compatibles avec une éventuelle grossesse? Je suis végétalienne depuis 1 an et je sens que je suis prête à faire plus de jus, plus de jeûne, plus de fruits et de légumes. Et je vais te dire, je ne crois pas qu'il faille faire plus, je crois qu'il faut faire moins. On est en permanence en train de vouloir faire. Mais toute notre activité n'a jamais apporté le moindre gain en matière de santé. Qu'est-ce qui nous donne la santé? C'est la capacité inhérente du corps à revenir à l'état d'équilibre à partir du moment où on lui fout la paix et où on lui laisse revenir à l'état d'équilibre. Ce n'est pas en faisant des choses. Ah ouais, les marketeurs, les vendeurs, les coachs, en veux-tu, en voilà, ils te disent il faut faire des choses, il faut un programme. Il faut 0 programme. C'est la bêtise. Le programme, c'est respecter les besoins du corps, point barre. Pas besoin de payer des séances à je ne sais pas quel prix pour savoir qu'il faut respecter les besoins du corps. Et alors tu vas me dire, mais alors comment est-ce que tu connais les besoins du corps? Eh bien tu te fixes à ton ressenti. Attendez, je regarde si le micro il fonctionne toujours. Petit souci avec ça. Ouh là on est bas en batterie. Et là en timing on est à combien? 43 minutes. Ok, il faudra que je fasse une petite pause. Hop, attendez, celui-là est-ce qu'il fonctionne? Hop, excusez-moi, ça fait très amateur, mais ça fait ça à la catalane. Il n'y a pas besoin d'être super coach, hein, pour te dire, il faut respecter les besoins du corps. Et comment tu apprends à respecter les besoins du corps? Tu connais globalement les besoins du corps et tu apprends à les respecter. Et tu apprends à suivre ton ressenti. Donc là, pour retrouver le sommeil, remettre ma machine en marche, pouvoir accueillir un petit être, je ne te dis pas que ça va se passer en 6 mois. Et heureusement peut-être, parce qu'il te faut le temps de récupérer. Alors le premier truc que je vais te dire, tu es épuisé, tu ne dors plus. Si tu as des problèmes de sommeil avec ta fille, je te conseille un livre. C'est rare, hein, mais là je te conseille un livre. Oh dodo les petits, tu le trouveras sur la boutique. Il a sauvé la vie de nombreuses familles. Je sais que la Lecce League n'aime pas particulièrement que je parle de ce livre. Pourtant, moi, j'aime beaucoup la Lecce League. Je vous aime énormément. Et par contre, je défends énormément ce livre. Pourquoi? Ce livre, il apprend à quoi? Il apprend à respecter le sommeil des enfants d'abord, contrairement à toutes les caricatures qui ont été faites. Des enfants d'abord, parce que les enfants ont besoin de dormir, et des parents ensuite. Mais les parents sont tout aussi importants que les enfants, parce que les parents, s'ils sont HS, rien ne fonctionne dans la famille. Les enfants, ce sont des éponges au niveau ressenti. Si les parents sont épuisés, irrités, tu me parles de rumination, les gamins, ils s'en prennent plein la figure. Et c'est pas pour te faire culpabiliser. Tu es épuisé, tu peux pas faire autrement. Donc ne va pas en mettre un deuxième en route, mais au contraire, fais en sorte de te reposer maintenant. Et le fait d'avoir un second enfant sera la conséquence. Donc moi, meilleur conseil que je pourrais te donner, trouve du relais, premièrement. Deuxièmement, mets en place des routines avec ton enfant, avec ta fille actuelle, hein, de manière à ce que tu puisses trouver du repos et elle aussi, que tu sois reposé, hein, parce que si tu rumines, ça ne va pas le faire et elle ne profite pas de sa maman. Attention aux régimes trop radicaux, parce que tu me dis que tu veux faire plus, tu me dis que tu es végétalienne depuis 1 an et tout. Est-ce que c'est forcément bon? J'en sais rien par rapport à ton niveau d'épuisement. Vois, ressens, essaye peut-être de faire autrement et ressens un petit peu ce que ça donne pour toi.
Et surtout, voilà, favorise le repos, le vrai repos. Le jeûne est particulièrement excellent. Mais moi, je parlerai de jeûne global, de jeûne total. Trouve du relais, hein, comme ça, tu peux... Ta fille, elle est avec des gens qui sont bienveillants, la famille, et ainsi de suite. Toi, tu peux te prendre des vrais temps de repos, de bain de soleil, de repos digestif, pas trop long, et pas précipiter les choses. Vraiment, revenir à un peu de sagesse. Vous savez, souvent, on ne se rend pas compte, mais moi, dans mes prières, souvent, je demande vraiment à acquérir de la sagesse et de l'intelligence, parce que je ne crois pas qu'on soit intelligent. Quand je vois à quel point on se vautre en permanence, on se fait mener le bout du nez par les marchands du temple, on se fait fourguer des choses, des idéologies, des principes religieux à l'emporte-pièce, je me dis, on n'est pas intelligent du tout. On se flatte énormément de notre intelligence, mais on est d'une stupidité crasse la plupart du temps, pour se laisser balader comme ça. Et vraiment, le simple fait de penser qu'on peut contourner les lois du vivant en les forçant avec moultes opérations des fécondations in vitro prouve que nous ne sommes pas intelligents. Et ce n'est pas une critique, ce n'est pas une insulte que j'ai vis-à-vis de toi, puisque je m'inclus dedans. Nous ne sommes pas intelligents. On cherche en permanence un remède extérieur, alors que tout est là. Tout est déjà là. Tout est déjà là sur le plan même physique. Hein. Je ne te parle pas, il y a des Thierry spirituel et tout. Non, mais sur le plan spirituel, tout est là. Tout est là, tout est là, tout est là. Les réponses sont là, la présence de Dieu est là. Tout est là, il suffit juste de se taire et d'aller le chercher là. Mais même au plan de vue physique, tout est là. Tout est potentiel, il suffit de s'arrêter. Ton deuxième enfant, il est là. Il est là et c'est là que tu pourras aller le chercher. C'est là que tu vas aller le gagner, ton deuxième enfant. Tu vas aller le gagner parce que tu vas investir. Tu vas investir dans l'écoute de ton corps, l'écoute de ses besoins, et que tu ne vas pas partir bille en tête en forçant les mécanismes du corps. Ça me paraît primordial. Mais l'épuisement nous demande d'avoir une démarche de repentance et de se rendre compte que, je veux dire, ce qu'on a fait jusqu'à présent ne fonctionne pas. Et je te recommande le livre Au dodo les petits. Je recommande à tous les parents de jeunes enfants qui ont des troubles du sommeil. Je vous le recommande expressément. Et d'ailleurs, il y a un autre livre d'Anna Wahlgren qui est en cours de traduction. Éric Viard et Aurélie, sa future femme, petit clin d'œil, sont en train de mener ça de main de maître avec toute une équipe de bénévoles. Ça s'appelle For the Love of Children, donc pour l'amour des enfants, un livre d'Anna Wahlgren qui est juste absolument stupéfiant, vraiment extraordinaire, qui étudie toutes les phases de développement de l'enfant et les besoins réels de l'enfant. Anna Wahlgren a fait un travail au niveau des enfants qui est hors norme. Hors norme, hors norme. Alors ça ne fait pas plaisir. Ah, ça vient chatouiller des tas de choses. Mais pour moi, c'est libérateur, c'est jubilatoire et libérateur. Question de Marie-Ange. Une question qui me taraude. Tu préconises le froid et le jeûne, une alimentation particulière pour sortir de l'épuisement, mais pourquoi pas le sport? Tout à fait. Cela aussi, c'est le dépassement de soi et de son corps et chercher ses propres limites. Non, car en se dépassant physiquement, on est encore plus fatigué, on dort beaucoup mieux, on sort petit à petit de l'épuisement. Alors, attention. Chercher ses propres limites, je ne pense pas que ça soit compatible avec la loi de l'Hormèse. Je ne pense pas qu'il faut aller aux limites, il faut s'arrêter un petit peu avant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous mettez le jus dans une bouteille, le gingembre va au fond. Il doit y avoir une densité particulière du gingembre. Et c'est super parce que ça va de piquant en piquant, de plus en plus piquant, de plus en plus stimulant. C'est pas hygiéniste. Donc non, pas aux propres limites. Par contre, oui, l'activité physique fait partie des processus. J'avais mis le focus sur le jeûne et l'exposition au froid, mais l'activité physique en fait partie aussi absolument, absolument, absolument. Bonjour Thierry, je mange cru à 90% en moyenne depuis 6 ans et je consomme des jus quotidiennement aussi. J'ai arrêté le gluten, toutes les céréales cuites et je suis végétalienne depuis 6 ans. Avant cette hygiène de vie, je souffrais de fatigue chronique invalidante, j'ai perdu 40 kg, j'ai retrouvé une énergie incroyable depuis 100 ans. Je n'ai jamais été aussi en forme, mais c'était surtout retrouver ma joie de vivre. Je suis sorti d'une longue amnésie, comme si un voile s'était retiré. Toutefois, je retrouve des symptômes de cette fatigue profonde dès que j'ai mes règles. J'ai 48 ans. Est-ce que cette fatigue est hormonale? Ah bah oui, absolument. Absolument, totalement. C'est-à-dire que pendant que tu as tes règles, il y a une forte demande qui est faite sur le système hormonal. Donc, s'il y a une demande qui est faite sur le système hormonal, eh bien, il n'est plus disponible pour produire toutes les autres hormones. Parce que tu es encore limite au niveau énergie. C'est ce que je vous expliquais dans la phase, par exemple, il y a la phase d'alarme et puis après, il y a la phase de résistance. Dans la phase de résistance, on continue à produire du cortisol, de l'adrénaline, sauf que ça se fait au détriment des autres hormones. Parce que le corps va aux priorités, priorité urgence. Là, pendant que tu as tes menstruations, eh bien, la priorité c'est de produire des hormones, donc tout le reste, eh bien, il est amoindri.
Dès que les règles diminuent, la patate revient, je retrouve très rapidement une énergie très créative, je ne suis plus du tout la même du jour au lendemain. Que se passe-t-il dans mon corps pendant cette période de 5 jours et comment remédier à cet état qui me handicape tous les mois? Simple, appliquer un programme de régénération, de repos, de restauration du système hormonal. L'enjeu se situe vraiment au niveau de ce système hormonal, on ne le mesure pas. Notre mode de vie est épuisant pour le système hormonal. Je dirais que peut-être pendant ces 5 jours de règles, appliquer du repos, du vrai repos, de manière à diminuer les sollicitations sur ton corps, voire du jeûne pendant cette période de règles, du jeûne sec, qui va avoir un effet très stimulant pour le système hormonal. Jeûne court, sec, 5 jours, c'est pas mal, c'est même peut-être un peu long pour des personnes fatiguées. Mais mettre ton corps au repos en tenant compte du fait que tu es encore limite au niveau du système hormonal. Donc il y a encore de l'argent à mettre en banque à ce niveau-là. Je ne peux pas te dire autre chose. Question Nicolas. C'est Leïla Dalbi, je pose la question. Ça me fait beaucoup penser à quelqu'un. Donc si c'est elle, je te salue. Et si c'est pas elle, je te salue aussi quand même. Enfin, je vous salue toutes les Leïla. Nicolas, plantes adaptogènes. Salut Thierry, à propos des plantes adaptogènes, comment tu expliques qu'elles ont tendance dans certains cas à provoquer une espèce d'excitation du corps que l'on peut ressentir pendant le jeûne, jusqu'à empêcher de dormir? Même l'ashwagandha, pourtant réputé pour ses vertus, sédatives. C'est parce que là aussi, on est dans une représentation fixiste, normée des choses. C'est-à-dire que on pense que les produits externes agissent sur le corps comme si le corps il avait aucune vie en lui. C'est-à-dire telle dose va faire telle chose. Mais en fait c'est complètement faux. C'est le fruit d'un dialogue entre des principes actifs extérieurs et un environnement, un organisme intérieur. Et il y a un dialogue qui s'installe. C'est pour ça que quand je vous parle des mélanges de plantes par exemple, c'est impossible de donner des posologies. On dit mais partout il y a des posologies. Oui mais partout c'est de la foutaise. Partout c'est de la foutaise. Partout, c'est de la foutaise, parce qu'il n'y a pas un organisme qui soit le même qu'un autre, il n'y a pas une assimilation. Tu sais, quand tu dis telle posologie, mais attends, il y en a qui assimilent à 50% ce qu'ils mangent, il y en a qui assimilent à 10%, et il y en a qui assimilent à 90%. Donc la même posologie avalée par la bouche va donner des résultats au niveau interne qui sont radicalement différents. Mais nous, on a été tellement habitués à écouter des posologies qu'on comprend que ça ne sert à rien, mais on en a encore besoin. S'il te plaît. Non mais je sais que ça sert à rien, je sais que c'est pourri, que ça veut rien dire, mais s'il te plaît quand même, une posologie. Tu sais, c'est comme avec les histoires de calories. Un copain, la fois pareil, on discutait, et je lui ai expliqué que l'histoire, le modèle calorique, c'est bidon. Je veux dire, ça sert à rien de compter les calories de ce que tu manges, tu ne sais pas combien tu assimiles, tu ne sais pas combien tu utilises, et puis il n'y a pas un aliment qui va être pareil. Je lui ai dit, tu prends un tableau, tu prends les épinards, ils font tas de calories, mais les épinards que toi tu as, qu'est-ce qui te dit qu'ils sont comme dans le tableau et tout. Donc on discute comme ça et tout, et puis à la fin, il me regarde et me dit oui, mais quand même, il y a combien de calories là-dedans? Je dis mais c'est pas possible. Et il m'a regardé rigolant. Il me dit oui, mais on est tellement imprégné de ça. On nous a fourni une culture qui est fausse. Et globalement, tu sais, ça fait très seul contre le monde et tout. J'ai tout compris et tout. Mais sérieux quoi, c'est vraiment ça. Hop. On nous a donné une culture qui est totalement fausse, qui nous fait penser que, qui nous fait penser que notre corps il est mort. Et oui, parce que si tu as une machine, tu lui mets une certaine quantité de carburant, tu vas avoir tel résultat. C'est complètement prévisible, parce qu'elle n'est pas vivante. Tu as un organisme vivant, tu vas lui donner telle quantité de carburant, tu auras un résultat qui va dépendre. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de l'organisme. Ça dépend des conditions. Ça dépend de tas de paramètres, de multitudes de paramètres, qui sont pour la plupart non... Enfin, je veux dire, on va pouvoir en maîtriser quelques-uns, mais pas tous. Mais on part du principe que l'humain est mort. Oui, parce qu'on est dans une culture de la mort. Et là, on ne te le dit pas ouvertement, mais c'est ça qui est sous-entendu. On est dans une logique de mort simplement. Non, on parle d'organismes vivants. Et les organismes vivants sont en interaction avec leur milieu. Donc au niveau des plantes médicinales, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui va faire que c'est la question de dose. La plupart des plantes dites médicinales adaptogènes, elles vont pouvoir être sédatives, calmantes en dessous d'un certain seuil et excitatrices au-delà si on dépasse. Mais ça va dépendre aussi énormément des organismes. Moi j'ai pu me gaver d'ashwagandha, tu sais, les posologies d'ashwagandha, c'est 1,5 g par jour. Moi j'ai pris jusqu'à 20 grammes d'ashwagandha par jour pour faire l'expérience. Aucune excitation, rien du tout. Avec mon organisme ça passait parfaitement bien.
complètement variable. Il n'y a que par l'expérience individuelle. Il n'y a que ça, il n'y a que toi qui pourras savoir. Je regarde toujours, parce que mes piles elles commençaient à être fatiguées. Donc je ne vais pas me faire avoir. Je vois pas le petit indicateur. Non, c'est bon. Je vais me mettre comme ça, peut-être que je le verrai. Comme c'est du bricolage hein, quand même. Voilà, comme ça si ça s'éteint, hop là, si ça s'éteint je le verrai. Sonia, différence entre Adreno 1 et Nervo 1. Tu parles d'Adreno 1, quelle différence avec Nervo 1? Alors, de mémoire, hein. Bon, Adreno 1, ça joue sur le système hormonal, donc le système surrénalien. Alors que Nervo 1, ce sont des plantes qui vont avoir tendance plutôt à calmer l'excitation nerveuse en tant que telle. Ça joue vraiment directement sur le système nerveux, alors qu'Adreno 1, c'est le carburant du système nerveux. Hein, c'est le carburant hormonal du système nerveux. Je dirais que des personnes qui sont épuisées vont prendre plutôt Adreno 1, des personnes qui sont épuisées et excitées à la fois pourront avoir intérêt à prendre Nervo 1. Adreno est-il spécifique aux fatigués? Oui, beaucoup plus, beaucoup plus. Question de Iker. Bonjour Thierry, j'ai été très surpris par la fin de l'épisode numéro 5 où tu dis qu'il est intéressant de développer une résistance au gluten et aux produits laitiers en consommant un peu. Oui, mais moi j'aime bien la provocation. Tout me connaît, si tu connais ces vidéos un petit peu, un petit scud par là, ça fait marcher le buzz aussi, tu sais, c'est YouTube, hein. Faut jouer avec ça. Jusqu'à présent, je pensais que ton opinion était qu'il fallait s'éloigner au maximum de ces poisons pour justement retrouver une sensibilité maximale. Alors, déjà, il n'y a de poison que quelque chose qui empoisonne l'organisme. Par exemple, je me fais piquer avec, je sais pas moi, un clou qui a des bactéries à la surface de sa pointe. Si mon système immunitaire est complètement costaud et élimine tout, on ne peut pas dire que c'était un poison pour mon organisme. Ça n'a pas empoisonné mon organisme. J'ai résisté. La notion de poison, pour moi, elle est totalement variable d'un individu à un autre. Quelqu'un qui digère parfaitement bien. Parce que... Prends un coup, là, c'est du gros. Depuis la nuit des temps, on est habitué à avoir des boucs émissaires. Un bouc émissaire, qu'est-ce que c'est? C'est, tu as un problème, tu chopes quelqu'un ou quelque chose, et c'est lui le grand fautif. On est toujours en train de chercher des responsables, autres que nous bien sûr, hein. Je t'accorde. Moi, je suis innocent, et l'autre, il est coupable, hein, soyons clairs. Bon, le problème, c'est que ça ne peut pas marcher, parce qu'il y a toujours un autre qui te croit coupable à toi, alors que toi, tu te dis innocent. Donc, globalement, ça ne marche pas. Mais depuis la nuit des temps, on cherche des boucs émissaires. On rejette la responsabilité sur quelque chose d'extérieur. Là, plus rien ne va bien, donc c'est la faute au gluten. Moi, je vais te renverser la chose. Si on a un problème avec le gluten, c'est parce qu'on a un système digestif, un système assimilatif et un système immunitaire qui sont défaillants. Et là, c'est ta responsabilité. Ah ouais. Est-ce que c'est la faute au gluten ou est-ce que c'est la faute à ton système immunitaire? Tu sais, c'est un peu comme l'histoire du gars qui se balade dans la rue et puis qui voit des filles en mini-jupe et qui dit elles m'ont provoqué, elles m'ont provoqué, elles m'ont provoqué. C'est leur faute à elles. Et toi, ton regard, il était placé où? Hein? Il était placé au niveau du visage ou au niveau de la taille? Je veux dire, il y a la responsabilité individuelle là aussi. C'est toujours très facile d'aller voir la responsabilité extérieure. De toute façon, la responsabilité extérieure, en plus, l'avantage, c'est qu'on n'y peut rien. On est impuissant. Donc, on accuse de l'extérieur, puis on dit, oh, moi, j'y peux rien. Bon, c'est comme ça, je suis victime, je suis attiré, je suis tenté, je suis victime. Ah. Et là, le gluten, c'est un petit peu pareil. C'est la faute au gluten. Si on a tant de problèmes, c'est la faute au gluten. Mais moi, je renverserais, je dirais, c'est la faute à une digestion déficiente, c'est la faute à une assimilation déficiente, c'est la faute à un système immunitaire déficient. Alors, je te l'accorde, les modifications qui ont été faites dans la protéine du blé qu'on appelle le gluten ces dernières années l'ont rendu beaucoup plus difficile à digérer. Ça, je te l'accorde complètement. Mais c'est juste histoire de changer les perspectives, parce que c'est tellement facile de dire c'est la faute au gluten, c'est la faute au gluten. Moi, je dirais, en disant ça, tu évites de voir le challenge qu'il peut y avoir pour toi à améliorer ta fonction digestive, améliorer ta fonction assimilative et faire en sorte que tout fonctionne pour le mieux. Ton opinion était qu'il fallait s'éloigner au maximum de ces poisons pour justement retrouver une sensibilité maximale et les symptômes d'alerte lorsqu'on en consommait par accident. Je suis un peu perdu désormais, dans les très rares occasions où il m'arrive de consommer des produits laitiers ou du gluten, j'ai des boutons sur le visage, notamment autour de la bouche. Donc, qu'est-ce que ça prouve? On va essayer de faire les choses simplement. La loi de l'hormèse nous demande de soumettre le corps à des stress qui ne dépassent pas sa capacité adaptative.
Donc je ne te dis pas qu'il faut consommer du gluten, je ne te dis rien déjà. Je ne te dis pas qu'il faut consommer du gluten ou des produits laitiers. Je dis juste que notre corps sera plus fort s'il est capable de consommer du gluten ou des produits laitiers ou n'importe quoi d'autre et de ne pas réagir avec plein de petits boutons sur le visage. De les éliminer tranquillement, de les digérer totalement, de les décomposer totalement. Donc je dirais que ces petits boutons sur le visage sont le signal que ton système immunitaire, digestif, assimilatif n'est pas aussi costaud qu'il pourrait l'être. C'est tout, c'est une faiblesse. Alors éliminer les produits qui font réagir dans un temps, ça me paraît très très bien. Faire en sorte qu'ensuite on puisse résister à ces produits me paraît encore mieux. Et là encore, loi de l'Hormèse, jeûne, bain froid, sport, du jeûne. Et en plus quand tu jeûnes, tu ne manges pas de gluten ni de produits laitiers. Mais c'est une pensée en mouvement. C'est juste que j'en ai marre quand... Tu vois, ces histoires-là de bouc émissaire, c'est toujours pareil. La faute au gluten. Si plus rien ne va, la faute au gluten. Oui, un bouc émissaire, d'un seul coup, les publicitaires s'en sont emparés et tu as tous les marchands du temps qui arrivent avec leurs biscuits sans gluten. Et je te dis, nous ne sommes pas intelligents. Nous sommes même stupides, je pense, la plupart du temps. Donc, on voit sur un paquet marqué en gros sans gluten, sans gluten, super. Super, c'est bon. Sans gluten, maintenant, ça veut dire santé, c'est sain, c'est super. Tu es avec une toche blanche, tu cours dans les prés. C'est Charlingle, c'est la petite maison dans la prairie et tout ce que tu veux. Hein, avec le chariot, avec les gamines qui font la culbute dans les herbes folles. C'est ça. C'est sans gluten. Tout est pur, tout est bon. Tout est... Ah, mais moi, je suis sans gluten. I'm gluten free. Bientôt, ça va être un critère. Salut, je suis gluten free. Et passons. Et derrière, tu retournes le paquet et tu vois du glutamate monosodique, tu vois du sucre raffiné, tu vois des tas de produits absolument dégueulasses, de l'amidon de pommes de terre modifié, non, mais modifié sans gluten, ça va. C'est l'amidon modifié. On nous fait nous attacher à des petits mots, puis avec ça, on nous balade. Est-ce que c'est sans gluten? J'ai même vu là récemment c'était quoi qu'ils vendaient en Biocoop? C'était du poisson sans gluten, je crois, ou un truc comme ça. J'ai dit, bordel, bien sûr qu'il n'y a pas de gluten dans le poisson. Mais non, ils savent que ça fait vendre, donc sans gluten. Donc bientôt, moi, je vais faire des vidéos sans gluten aussi. Je pourrais mettre ça. Sans gluten, sans caséine. Je vais faire des vidéos sans gluten, sans caséine, végan et cru. Voilà. Comme ça, mes vidéos, elles seront pour tout le monde. On va y penser. Non, c'est juste histoire de dramatiser le truc et de dire, mais il y en a marre de se faire balader par des modes comme ça. Baptisant des organismes résistants, forts et puissants. Petit coup d'œil au micro. Question de Noël. Pensée négative. Bonjour Thierry. Comment décider de son conscient de stopper ces idées négatives et destructives qui volent au-dessus de ma tête? Quand je sais que ma santé est encore menacée, tu dis choisis. As-tu des conseils plus précis? Comme tu le rappelles dans les vidéos, il y a 10 ans, tu étais fragilisé. Comment as-tu pu faire taire tes émotions? Alors, je n'ai pas fait taire mes émotions, non, loin de là. Je ne pense pas que ça soit possible. Je n'ai pas fait taire mes émotions comme je n'ai pas fait taire mes pensées. Et comment est-ce qu'on choisit? Ben, on choisit. Regarde, par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un, plus quelqu'un de proche, qui m'a écrit des choses qui sont assez agressives, assez violentes, assez méprisantes, on va dire, en prenant pas mal de gens en témoin en plus. Donc la réaction normale, c'est de me poser en victime et de lui reprocher, et dans mes pensées, de cultiver la haine, le rejet, la séparation, la colère et la violence. Et en permanence, je ne peux pas te cacher que de temps en temps, quand on évoque cette personne, il y a ces pensées-là qui passent en moi. Mais là, j'ai deux possibilités. Soit je les prends, je les arrose, je les tuteur, je les taille, je les bichole. Je dis, ma petite colère, tu es en train de grandir, là, tu es bien jolie. Oh là là. Soit je ne la considère pas. Hein, je la prends comme une mauvaise herbe, je l'arrache et je la jette. Et elle va repousser, je l'arrache et je la jette. Je l'arrache et je la jette. Je ne lui donne pas de mon temps et de mon attention. Clac, 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 clac. Je l'arrache systématiquement. Comment tu le pratiques ça? Ben, tout simplement, tout simplement. Dans ta tête, tu vis en couple par exemple, tu as ton mari, tu commences à voir, ton mari il fait un truc qui ne convient pas. Sérieux, je sais pas moi, truc immonde.
Le matin, il a fait pipi dans le lavabo, il n'est pas allé aux toilettes. Ah ça, je sais qu'il y a beaucoup de nanas que ça énerve, on me l'a dit en tout cas. Bon, tu as deux possibilités. Soit tu vas commencer à cultiver de la colère et du rejet par rapport à lui. Hein, ou il a bouffé tous les ananas, au choix, ou il a laissé le... Attends, pire que le lavabo, pire que le pipi dans le lavabo, pire que les ananas. Il n'a pas nettoyé le juicer hier soir. Et tu te réveilles le matin, le juicer il est cradingue et il faut le nettoyer, il est très dur à nettoyer. Ça, normalement, dans les contrats de mariage, c'est prévu, tu as le droit, rupture. Mais bon, dans le tien, c'était pas prévu. Mais tu as deux possibilités. Soit tu commences à ruminer, râler contre lui. Soit tu refuses ça. Tu refuses ça déjà parce que tu considères que si vous êtes mariés, vous ne formez qu'une seule chair. Donc, entre guillemets, le bras gauche ne peut pas conspirer contre le bras droit. C'est pas possible, c'est interdit, ça marche pas, c'est délétère et destructeur pour tous les autres. Et surtout, tu choisis de ne pas le cultiver. C'est-à-dire que tu peux aussi te dire, mais quand il est rentré hier soir, il est peut-être super crevé. Et je suis vraiment heureuse ce matin, par amour pour lui, de faire ce que hier soir il était incapable de faire. Et je ne vais pas lui reprocher. Il trouvera un extracteur qui sera nettoyé ce matin. Et je suis super heureuse. Je comprends que s'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il ne pouvait pas le faire, parce qu'il était épuisé. Et là, ça va tout changer. Et c'est des choix en permanence. Est-ce que tu choisis de cultiver la colère? On croit qu'on est impuissant. Non, on n'est pas impuissant. On est impuissant à contrôler nos pensées. Il y en a qui me disent, ouais, on le peut. Ouais, je ne peux pas. En tout cas, en dessous de la ligne, en dessous de Narbonne, on ne peut pas. Les Catalans, nous, on est bas de front et on n'arrive pas à contrôler nos pensées. Elles passent. Tu vois, par exemple, là, j'entends le gars en train de bûcheronner, je pourrais me dire, putain, mais c'est pas possible, quoi. Un dimanche, il vient nous casser les oreilles, quoi. Putain, dans ma forêt, enfin, c'est pas la mienne, parce que sinon, je l'aurais expulsé, hein. Mais juste au-dessus de ma forêt, il vient couper des arbres et ainsi de suite. Mais je choisis de cultiver la gratitude. La gratitude, parce qu'en même temps, il est en train de nettoyer la forêt, et ça fera peut-être qu'il n'y aura pas de feu de broussailles cet été. Il est en train de nettoyer ça, puis il vit peut-être un super moment avec son fils, parce qu'ils sont partis tous les deux, j'en sais rien, j'en sais strictement rien, j'arrête de juger. En tout cas, je ne cultive pas la colère. Je ne cultive pas la colère par rapport à lui. C'est tout ce que je peux te faire. Il faut choisir. Choisir. Et au début, alors je préviens tout de suite, s'il n'y a pas un jus de betterave, ananas, gingembre qui m'arrive dans les un quart d'heure, je vais arrêter la vidéo. Vous avez un quart d'heure pour réagir. Au début, elle commence à monter, elle grignote en toi. Et tu ne les vois pas se développer. Puis c'est un peu tardivement, clink, tu réagis. Et puis petit à petit, à force de pratiquer ça, à force de faire de la musculation, tu vas te bâtir un système immunitaire qui, dès qu'il y a une pensée négative qui a monté, clac, il y a le petit indicateur qui dit « Ouh là là, celle-là, elle n'est pas bonne, celle-là, elle n'est pas bonne, celle-là, elle n'est pas bonne. » On arrête de la cultiver, on arrête de l'arroser. Tu sais, tu as un sol, tu as un terrain physiologique, tu as un terrain psychologique aussi. Il y a des tas de graines, il y a des milliers de graines. Il y a les graines de l'amour comme il y a les graines de la haine. Il y a les graines de la vie comme il y a les graines de la mort. Mais il s'agit de savoir qu'est-ce que tu choisis d'arroser. Et ça, il n'y a que toi. Il faut arrêter avec les psychologies, les traumatismes de l'enfance et ainsi de suite. Ok, maintenant, qu'est-ce que tu décides d'arroser? Tu peux toujours trouver des circonstances atténuantes. Tu peux toujours dire oui, mais si, oui, mais cela, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Mais on s'en fout. Qu'est-ce que tu arroses maintenant? C'est toi qui arroses. C'est toi qui tiens l'arrosoir. C'est toi qui fais ce que tu veux avec ça. Ça s'apprend. Ça se pratique et ça s'apprend. J'espère que j'aurai répondu à ta question. Si ce n'est pas le cas, tu me la reposes et puis on essaiera de développer au sein d'une seule et même vidéo. Patwell, chimiothérapie. Bonjour Thierry, tout d'abord, merci. Mon frère a un cancer sur une corde vocale au tout premier stade. Il subit sa deuxième chimiothérapie. Il y associe une médecine complémentaire, homéopathie, acupuncture, massage, pensée positive, méditation, sport, repos. Face à l'épuisement lié au traitement, que faire sur le plan alimentaire? Il a acheté le jus d'orge sur Régénérescence, comment l'utiliser? Je sais pas. C'est du jus d'orge en poudre, bon, c'est du jus vert, il le met dans de l'eau et puis il le boit. Il s'interroge également sur les dangers du sucre. En résumé, quels conseils alimentaires et compléments nutritifs pour lutter contre l'épuisement d'une chimiothérapie? Le jeûne. Enfin, face à la radiothérapie envisagée, as-tu des conseils à donner? Oui, jeûne. Oui, jeûne. Parce que ce soit pour éviter la chimiothérapie ou la radiothérapie, ou pour résister mieux aux conséquences de ces traitements qui sont inhumains pour le corps, je ne connais rien de mieux que le jeûne, encore et toujours. Le jeûne. Vraiment, jeûne et cancer, c'est un truc,
ça va de pair. Jeûne et cancer, ça va de pair. Ça, c'est du slogan, ça. Bonjour Thierry, bonjour à tous les régénérés et à ceux qui vont le devenir. Voilà les 3 petites questions qui m'ont inspiré les vidéos sur l'épuisement. Peut-on dire d'un enfant de 6 ans, devenu autiste à la suite d'une survaccination, qu'il est dans une phase d'épuisement? Il ne parle pas, il est toujours à fond, il est très attiré par la junk food que ses parents lui accordent. Oui, il y a des chances qu'il y ait de la fatigue. Oui, parce que souvent ils sont à fond. Je ne sais pas. Les plantes adaptogènes de la phase 2 sont-elles tropho-restauratives? Alors, tropho-restaurative, ça veut dire que ce sont des plantes qui ont la capacité de reconstruire littéralement la glande en question. Ben, par exemple, oui, la réglisse qu'il y a dans le mélange adrénoïn est tropho-restaurative du système digestif. L'hydraste du Canada, qu'il y a dans de nombreux mélanges, est tropho-restaurative de la barrière intestinale. Donc oui, il y a des plantes tropho-restauratives. Comment ne pas confondre des symptômes d'épuisement avec des symptômes de régénération? Ah, les symptômes de régénération, ce que tu vas appeler les crises d'élimination, ça va être ponctuel et quand c'est fini, tu vas mieux, globalement. Les symptômes d'épuisement, ce n'est pas ponctuel, c'est chronique et tu vas de pire en pire. C'est à peu près ce que je pourrais te dire. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors une question de Super Kaki. Super Kaki, ah ça c'est super héros, le Super Kaki. C'est les nouveaux Avengers. Alors, pour faire court, je suis épuisé depuis longtemps sans être jamais tombé dans le burn-out complet, fatigue permanente et hypertension, douleur... fatigue permanente et hypertension. Donc, hypertension, ça signale encore en phase de résistance et pas encore la phase d'épuisement total. Douleur persistante dans le dos et dans le cou, acidification, parce que ça turbine trop vite. Quelques phases de déprime, coups de mou, au cru depuis plusieurs mois, au calme, au jus, en pleine campagne. Ça ne résout pas ce problème en particulier. Je suis quelqu'un d'anxieux, même quand tout va bien, et de très actif de par mon travail passionnant. Je fais un peu de sport d'endurance, jardin, yoga et méditation. Je peux difficilement entrer dans le détail sans raconter ma vie. Alors voilà 3 questions. Dans une vidéo précédente sur l'épuisement, tu disais que les épuisés feraient mieux de manger plusieurs petits repas par jour et j'ai essayé cela pendant une longue période. Depuis la récente série diabète-obésité, je fais l'inverse puisque je saute le petit déjeuner et je jeûne tous les lundis. Dans les 2 cas, je ressens des effets bénéfiques et négatifs, mais je ne résous pas mon problème de fond d'épuisement. Pour une personne en fatigue plus hypertension, laquelle des 2 approches te semble la meilleure sur le long terme? Les 2. Les 2. Je dirais que les 2, c'est-à-dire que dans la mesure où quelqu'un est fatigué, pas d'adaptation trop forte qui lui soit demandée. Donc moi je dirais manger sur un créneau qui soit plus restreint que manger de 8 h du matin à 8 h du soir, par exemple manger l'après-midi uniquement, et fractionner. Parce que cette personne a une faible capacité adaptative. C'est certain que le 1 repas par jour pour quelqu'un de complètement épuisé, il y a des risques que ça ne fonctionne pas, parce que cette personne va avoir une capacité digestive, une capacité assimilative qui va être un petit peu faiblarde. Donc voilà moi comment je le verrai. Après plusieurs mois de crue, je ne suis pas sauvé. Ma peau est plus fine, se couvre de fines rides. J'ai donc choisi délibérément de réintroduire un peu de céréales sans gluten, un peu de viande le midi, du fromage de chèvre cru le soir et parfois des légumes cuits. Je ne crois pas être allé trop vite, trop fort avec le cru. J'ai fait une détox raisonnée, un bon nettoyage intestinal l'an dernier. Dans tes dernières vidéos, tu dis souvent que tu ne blâmes plus le gluten. C'est pas que je ne blâme plus le gluten, c'est bon ou mauvais le gluten, mais c'est pas le problème. C'est ton organisme, il est dans quel état? Le gluten, il est là. Que tu n'as rien contre la viande. Non, rien contre la viande, ça n'a jamais été... enfin, j'ai rien contre la viande. Sur le plan physiologique, en petite quantité, le corps humain peut digérer de la viande et peut en tirer de nombreux nutriments. Tu sembles presque privilégier le mode de vie sur l'alimentation. Non, c'est pas vrai. J'essaye juste de rééquilibrer la balance. Parce que j'ai beaucoup accentué sur l'alimentation, donc maintenant c'est fait, c'est entré dans les mœurs, et partout on te le raconte. Donc moi j'aime bien aller là où c'est pas évident. Donc oui, l'alimentation est très importante, mais ça on le sait tous maintenant. Donc j'essaye de pousser sur ceux là où on n'est pas excellent. Tu as prévu plus de vidéos sur la vie en général pour 2017, si j'ai bien compris, permaculture, réflexions diverses. Hein. Pourrais-tu nous en dire plus sur les grands thèmes que tu souhaites aborder avec leur lien avec l'alimentation et la régénération? C'est pas dans le cadre d'une vidéo comme ça, mais j'ai envie de parler de tout ce qui... En fait, nous sommes notre mode de vie. Et globalement, notre corps est parfait. Il fonctionne parfaitement, en tout moment, en toute occasion. Donc nous sommes notre environnement, nous sommes notre mode de vie. Allez,
On est parfait, on fonctionne parfaitement, on a été conçu parfaitement, notre corps fonctionne parfaitement en permanence. Même quand tu es malade, tu fonctionnes parfaitement. Tu fonctionnes parfaitement dans un environnement. Tu fais ce que tu peux dans cet environnement. Et donc c'est bien le cadre de vie, l'environnement, les conditions de vie, le mode de vie qui conditionnent tout de ton état de santé. Toi, tu es parfait. Toi, tu es parfait. Donc, jouons sur le cadre du mode de vie. Donc, le rythme, les conditions, de quoi je vais parler de tout. Je ne sais pas de quoi je vais parler, mais je vais parler de tout ça. Je vais parler de tout ce qui... Et oui, je pense qu'effectivement, c'est bien joli de parler de régénération, mais la régénération enfermée sous des néons en permanence, dans des appartements avec de l'air pollué tout autour de soi, c'est plus compliqué, c'est largement plus compliqué. Et qu'on va mener beaucoup d'efforts sur l'alimentation, alors que parfois, il s'agirait aussi de remettre en cause certains des modes de vie. Là, regarde, bon, je ne dis pas que tout le monde peut profiter de ça, mais sérieusement, quoi. Du plein soleil au mois de mars, quoi, la classe, tout l'hiver on a eu ça, tout l'hiver. Je ne travaille pas pour l'office du tourisme catalan, soyons clairs, du Val-Espire. Je ne travaille pas pour eux. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes tous appelés à nous éclater dans la vie. Et que ça, c'est un facteur de santé qui est vraiment profondément essentiel. Et je pense, par exemple, que la coupure complète avec le monde réel, c'est-à-dire l'alimentation, les besoins vitaux de l'humain, fait que nous dépérissons. Moi, j'expérimente de plus en plus d'ailleurs que aller faire mon bois, aller cultiver mon jardin, aller m'occuper des abeilles, aller m'occuper de tout ça, m'occuper des enfants, s'occuper de ma maison, retaper ma maison, restaurer ma maison. Tout ça, ce sont des activités concrètes dans lesquelles je me régénère à un point qui est juste extraordinaire. Et je pense que toute cette dimension du travail manuel, elle est méprisée dans notre monde alors qu'elle est essentielle. J'ai un pote, petite dédicace à Jérémy, qui m'a dit un truc très judicieux, parce que je lui demandais, il est maçon, très bon maçon d'ailleurs, et je lui demandais comment il était devenu maçon et tout. Et il me disait, je me suis rendu compte à un moment qu'il n'y aurait aucune activité qui me donnerait autant de satisfaction. Waouh! Parce que tu te dis, dans un monde, quand même, quand on te demande, quand tu es jeune, tu sais, on te dit, ouais, tu veux être quoi? Tu dis, je veux être plombier, je veux être maçon. En tout cas, moi, dans le milieu dans lequel j'étais, on dit, non, mais c'est pas du boulot, ça. Il faut être intellectuel, il faut travailler sur un ordinateur, il faut dépérir, il faut crever à petit feu sous des néons. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Par contre, travailler la matière, savoir souder, savoir forger, savoir tailler la pierre, savoir travailler le bois, non, mais ça, c'est des trucs, c'est pour le CAP, ça. Petit, c'est pas intellectuel. Et les mecs, ils connaissent même pas l'art abstrait. Donc, qu'est-ce que tu veux parler avec eux? Et pourtant, en termes de satisfaction et en termes d'utilité, c'est autre chose. C'est autre chose. Moi, j'ai tellement de regrets. Tellement de regrets par rapport à mes apprentissages. J'aurais toujours voulu être ébéniste, par exemple. J'adore le travail du bois. J'aime énormément le travail du bois. Forgeron aussi. Je rêvais de travailler avec le feu. C'est pour ça que j'ai été boulanger une longue partie de ma vie, parce que j'ai retrouvé le travail avec le feu. Forgeron, potier, ébéniste, travailler le bois, travailler la terre. Tout ça, c'est des choses qui sont nourrissantes à un point. La nourriture, c'est pas simplement ce qu'on met dans notre bouche. Et si on croit que c'est ce qu'on met dans notre bouche, c'est très bien. Parce que comme ça nous permet de ne pas nous poser de questions par rapport à notre mode de vie dans sa globalité. Ça intéresse le monde. Le monde ne veut pas que tu critiques ton mode de vie. Ton mode de vie délétère et destructeur, qui est de s'entasser tous dans des barres d'HLM. C'est pas possible. Quand j'étais au cru, j'avais tout le temps faim. Et je devais souvent me rabattre sur plus de fruits denses. Même ainsi, j'avais faim. En remettant des céréales sans gluten dans mon alimentation, je n'ai plus ce problème. Les sucres complexes ne sont-ils pas utiles pour certains organes, comme les surrénales, qui réagissent aux quantités de sucre ingérées? Je dirais que c'est surtout que le métabolisme des sucres simples pour les personnes fatiguées, il est parfois un petit peu compliqué. Et donc pour celles-là, effectivement, ça peut fonctionner mieux. Mais là, tu fais tes essais. Tu fais vraiment tes essais et tu testes. Tu testes. Il en reste combien? Peut-être séparer en deux. On va séparer en deux. Je regarde où on en est, puis on va se dire au revoir peut-être. Hop. 1h20. Oh, on va se dire au revoir. On va se retrouver dans la prochaine vidéo que je vais tourner juste après, parce que là ça va faire un peu long. En plus, je constate que vous ne m'avez pas amené de jus. Donc, étant donné qu'il n'y a point de relais au niveau des personnes qui regardent ces vidéos, je vais être contraint d'appuyer sur le bouton stop pour aller me faire un petit jus et nous retrouver peut-être immédiatement après, peut-être dans quelques heures, parce que je crois que je vais aller m'activer un petit peu au jardin, vu qu'il fait encore super beau soleil. Et on se retrouve dans quelques heures et je vous fais la suite. Pour vous, ça sera d'ici un jour ou deux. Je vous souhaite une bonne régénération. Je vous remercie de participer à ces partages. J'ai entreaperçu qu'il y avait des questions super intéressantes dans la deuxième partie. Ça, c'est effet de teasing, histoire d'être sûr que tu reviendras pour la suite.
bonne régénération.